Vous connaissez maintenant ma passion pour tout ce qui est plongée sous-marine et surtout de choses qui se passent mal sous l'eau. Eh bien, figurez-vous que nous avons trouvé encore des histoires complètement dingues. Je pense que même dans votre imagination la plus folle, vous n'auriez pas pu imaginer de tels scénarios. Partons ensemble dans le monde redoutable des plongées sous-marines qui ont mal tourné. 4 janvier 2024, il n'y a pas très longtemps finalement, vous avez les eaux calmes du réservoir de Platte-Taille en Belgique qui vont devenir le théâtre d'un drame qui va bouleverser la communauté de plongée européenne. Alors c'est un lac artificiel de 300 hectares qui est niché dans la province de Hainaut, près de Freude-Chapelle, qui va attirer pas mal de plongeurs par sa tranquillité apparente et sa facilité d'accès. Il va constituer la plus vaste zone lacustre de Belgique et c'est connu pour être un lieu de plongée qui est relativement sûr, où il y a pas mal d'amateurs qui vont, et parce que sous la surface qui paraît paisible, eh bien se cache en fait une infrastructure industrielle absolument redoutable. Le barrage de Platte-Taille, il est construit dans les années 70 et il s'étend sur 790 mètres de largeur, ce qui fait de lui tout simplement l'ouvrage le plus grand de Belgique. Il est équipé d'une centrale hydroélectrique à stockage pompé comme on l'appelle. En gros, ils viennent pomper de l'eau et quand ils ont besoin d'énergie, ils la relâchent. Ils utilisent notamment les surplus des centrales nucléaires qui vont permettre justement de pomper cette eau et puis de la relâcher plus tard. C'est comme une batterie. Et donc il va abriter 3 grosses turbines extrêmement puissantes dont le fonctionnement va créer des courants sous-marins d'une violence insoupçonnée. Et je pense que quand je vous donne cette information, vous voyez ce qui va se passer. Justement, un soir de janvier, Christophe Goder, qui est un banquier célibataire de 46 ans, et Frédéric Pochet, 59 ans, qui sont tous deux originaires de Liège, ils vont décider de profiter des eaux hivernales pour une plongée de nuit. Que plonger de nuit dans un barrage hydroélectrique où il y a des turbines géantes sous vos pieds, c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Donc les deux hommes, ils ne sont pas des débutants, ça faut le savoir, parce que Goder, lui, il jouit d'une solide réputation au sein de son club de plongée. Il est reconnu pour son expérience et sa maîtrise technique. Quant à Pochet, lui, il appartient à un autre club, il possède également un niveau de compétence respecté par ses pairs. On n'est pas sur des débutants, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Donc vers 17h, alors que le centre de plongée sur site a fermé ses portes, eh bien les deux hommes, ils vont s'équiper de matériel sophistiqué. Ils vont porter des recycleurs en circuit fermé, communément appelés des rebracers, qui vont permettre des plongées prolongées en recyclant l'air qui va être expiré. Il y a un truc un peu inhabituel, ils vont emporter avec eux ce qu'on appelle des DPV, ce sont des petits véhicules qui permettent de se tracter dans l'eau. C'est des sortes de scooters sous-marins que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, qui évidemment démultiplient la capacité de déplacement des plongeurs. Donc cette nuit-là, 2 des 3 turbines du barrage vont fonctionner à plein régime, ce qui va créer un environnement sonore particulier sous l'eau. Vous avez comme ça une espèce de bruit sourd quand vous plongez qui est plutôt angoissant. Les plongeurs, ils sont habitués du site et ils connaissent bien ce grondement caractéristique qui s'intensifie à mesure qu'on s'approche des installations. Théoriquement, dans la plupart du temps, les plongeurs, ils vont limiter leur approche à 20 mètres de profondeur. Dans cet endroit où on sait qu'il y a vraiment des turbines géantes qui peuvent vous broyer. Et en fait, plus vous allez profond, plus vous avez un courant qui va vous aspirer en quelque sorte. Et 20 mètres, ça commence à être un peu la limite, il faut faire attention. Évidemment, dans ce barrage, vous avez ce qu'on appelle un tunnel d'admission d'eau qui va permettre à l'eau d'entrer et de rejoindre la turbine. Ce fameux tunnel d'admission d'eau qui alimente les grosses turbines, il plonge bien plus profondément. Son sommet se situe à peu près à 50 mètres de profondeur et sa base, elle atteint les 70 mètres. Il crée un puits d'aspiration d'une puissance absolument colossale. On est littéralement sur un siphon. Si vous arrivez trop près, vous faites avaler. Évidemment, il est interdit de s'approcher de l'entrée de ce tuyau, de ce tunnel d'admission, parce que les forces hydrauliques, elles deviennent irrésistibles. Et évidemment, elles sont capables d'entraîner n'importe quoi jusqu'à la turbine. Le lendemain matin, il y a l'un des fils d'un des plongeurs, il va s'inquiéter parce qu'il n'a pas de nouvelles. Déjà, c'est pas bon. Il va se rendre sur le site et il découvre le véhicule de son père qui est toujours garé sur le parking du lac. Il n'y a absolument aucune trace de l'équipement de plongée à l'intérieur. À ce moment-là, la protection civile belge, elle va réagir très vite et très bien, avec une efficacité remarquable, déployant une équipe de 10 plongeurs professionnels équipés de matériel sonar de pointe. Donc autant vous dire que vraiment ils ont été très réactifs. La technologie acoustique, elle permet de sonder les profondeurs du lac avec une précision quasi millimétrique. Ils vont donc se cantonner à chercher dans le fond sans vraiment regarder ailleurs, pour l'instant. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, les recherches elles vont révéler l'ampleur tragique de la tragédie qui vient de se passer. Parce que l'équipe de sauvetage, elle va d'abord localiser l'équipement des plongeurs qui est dispersé et endommagé. Vous avez les recycleurs en circuit fermé et les DPV, ces fameux petits scooters de mer, qui sont retrouvés dans un état fragmenté, littéralement en confetti quasiment. Ils témoignent de la violence des forces auxquelles ils ont été soumis. Évidemment, cette découverte, elle va confirmer les pires craintes des sauveteurs. Et ce n'est que le lendemain que les corps de Christopher Goder et Frédéric Pochet sont retrouvés en aval du barrage. Et malheureusement, l'état des dépouilles va révéler l'implacable réalité de leur sort. Ils ont été littéralement aspirés par les turbines. Ils ont subi des traumatismes d'une violence absolument inouïe. Et il faudra attendre réellement l'autopsie pour confirmer l'identité tellement
qu'ils ont été broyés. Faut savoir que les pales de ces turbines, elles brassent des tonnes d'eau par seconde avec une force énorme et une vitesse très très grande, et tout ce qui passe à l'intérieur est littéralement mixé. Le responsable du centre de plongée du lac va expliquer que les deux hommes ont dû s'aventurer hors des zones de plongée autorisées, et ils ont dû s'approcher dangereusement de l'entrée d'admission d'eau. Tout ça à proximité de cette infrastructure. Les courants deviennent si puissants qu'aucune force humaine ne peut s'y opposer. C'est un petit peu comme une sorte de trou noir mais dans l'eau, c'est-à-dire que rien ne peut lui échapper. Même les petits véhicules qui permettent d'aller plus vite n'ont pas pu les extraire, vous imaginez la force. Cette vidéo, les amis, elle est faite en collaboration avec un service que j'utilise déjà personnellement depuis des années. Écoutez bien parce que vous pouvez obtenir 20 € assez facilement. Donc N26, qui est une banque en ligne que j'utilise depuis 2017. Regardez mon relevé pour preuve, je l'utilise depuis tout ce temps. Bon, 0 €, ok, c'était la dèche. Eh bien, je suis allé chez eux parce que j'en avais absolument marre d'être dépendant d'un banquier à qui fallait tout demander, tout justifier. Chez N26, t'as plus un chaperon à qui il faut demander un plafond plus élevé afin de pouvoir retirer de l'argent. Ou alors pour faire un virement un petit peu plus balèze. Là, c'est vous qui gérez absolument tout sur votre compte. Alors N26 en quelques chiffres, c'est 3 millions de clients en France, soit un bon 4% de la population qui a un compte chez eux. Vous avez besoin de seulement quelques minutes pour ouvrir un compte. Vous avez un service client qui est dispo de 7 h à 23 h tous les jours de l'année sans interruption. Vous allez retrouver dans l'application des sous-comptes pour économiser ou encore la possibilité de bloquer sa carte temporairement sans forcément faire opposition. Mais également avec votre partenaire de vie, vous pouvez créer un compte joint en 5 minutes pour partager les dépenses du quotidien. Vous pouvez épargner et même acheter des actions, des ETF. Un truc qui est absolument génial avec N26, c'est qu'il n'y a pas de frais bancaires à l'étranger. N26 vous propose plusieurs offres selon ce que vous cherchez. Vous avez N26 standard qui est totalement gratuit. Si vous voulez une carte physique, c'est juste 10 € pour la fabriquer. Sinon, vous pouvez même utiliser la carte virtuelle qui est sur votre téléphone et donc là, vous ne payez rien du tout. Il y a également des offres premium comme N26 Go ou N26 Metal. Vous avez des assurances, une protection pour vos achats et votre smartphone, mais aussi des réductions sur des billets de train et d'avion, mais également des frais réduits sur l'investissement. Moi perso, j'ai la N26 Metal qui arrive justement dans cette boîte et donc la carte se présente comme ça et elle est effectivement en métal. Très très belle carte, Mastercard, magnifique. Si vous prenez l'avion également avec la métal, vous avez accès à un salon lounge qui est offert. Retrouvez le lien en description ou scannez ce QR code que vous voyez à l'écran pour bénéficier de 20 € offerts avec l'offre gratuite, avec le code promo qui s'affiche ici, qui se nomme Touni20. Merci à vous tous et merci à N26. On va passer sur une autre histoire de plongée qui est absolument terrifiante. Je vous cache pas que celle-ci me fait froid dans le dos. Ma femme m'en parle depuis 3 semaines. Je sais pas si vous voyez la tête que ça a un léopard de mer. Imaginez ce qui a pu se produire avec. On est le 22 juillet 2003 et l'Antarctique va révéler encore une fois sa nature absolument impitoyable. Vous avez Kirsty Brown qui est une biologiste maritime britannique de 28 ans qui travaille pour la British Antarctic Survey, la BAS. Tout ça dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle Latest. Donc sa mission, elle consiste à étudier les effets des perturbations causées par les icebergs sur les communautés végétales et animales des fonds marins côtiers et antarctiques. Ce qui va la mener à faire des plongées en Antarctique. Je vous rappelle, l'Antarctique, ça ressemble à ça. Imaginez que vous plongez au bord des côtes, il y a plein d'animaux sauvages qui sont cachés là-dessous. Vous le feriez? Moi, non. Cette chercheuse, elle est diplômée en géologie et en océanographie. Elle a acquis une expérience internationale très solide. Elle avait même travaillé comme plongeuse et chercheuse au Groenland et en Australie. Tout ça avant de rejoindre l'équipe en Antarctique. Son projet de recherche va l'amener à poser 500 marqueurs en béton et en plasticine. Tout ça dans les fonds marins pour surveiller l'impact des icebergs. Donc elle met des espèces de témoins et elle voit si les témoins ils bougent. Faut savoir que ce qu'elle fait, c'est très compliqué à faire parce qu'elle va plonger dans des endroits qui sont très dangereux. Faut mettre du béton, voilà, faut aller assez profond. Donc la base de Rotterdam, qui est située sur l'île Adélaïde en Antarctique, elle va constituer l'un des avant-postes les plus avancés de la recherche polaire britannique. Les chercheurs là-bas, ils mènent des travaux très variés, notamment en glaciologie, mais aussi en océanographie, en biologie marine, en météorologie, etc. Ça permet évidemment d'élargir les connaissances sur l'Antarctique, mais aussi d'éclairer les conséquences globales des changements environnementaux que l'homme a induits à cause de la pollution qu'on connaît. À savoir que les protocoles de sécurité, ils sont extrêmement serrés. On sait que c'est un environnement qui est très dangereux, donc voilà, il y a la sécurité qui est au max. Il n'y a jamais eu vraiment d'incident majeur d'ailleurs là-bas depuis 30 années. Jusqu'à aujourd'hui, ce jour de 2003. Ces fameux plongeurs de la BAS, ils évoluent dans un environnement incroyable, unique au monde, avec des eaux d'une clarté exceptionnelle, mais avec des températures proches de zéro et aussi un environnement qui contient des prédateurs redoutables. Et au premier rang figure cet animal, qu'on appelle l'Hydruga leptonix, plus communément appelé léopard des mers. Et croyez-moi,
il est très dangereux. Il faut savoir que c'est le maître absolu sur les zoos en Antarctique. Il va être décrit pour la première fois par un zoologiste français, Cocorico, qui s'appelait Ducrotay de Blainville. Alors, cet animal qui est colossal, hein, il peut atteindre 4,5 mètres de long et peser jusqu'à 600 kg chez les femelles. Évidemment, son nom il provient des taches qu'il peut avoir sur son corps, du même animal qu'on connaît sur Terre. Mais aussi à cause de son comportement de psychopathe, littéralement. Bien souvent, il attaque pas forcément pour manger, mais juste pour tuer et pour jouer avec ses proies. Voilà, il s'amuse avec des morts. Contrairement à ses cousins qui sont relativement inoffensifs et qui ont peur de l'homme, eh bien le léopard des mers, il possède une réputation de férocité bien établie. Sa tête très massive avec sa gueule béante armée de dents acérées et ses yeux perçants, ça lui confère une allure reptilienne qui fait très peur. Non mais regardez ses dents s'il vous plaît. C'est un animal qui est solitaire par nature, il pratique différents types de chasse. Oui, il ne chasse pas uniquement comme ça en allant tout droit pour manger. Il a des techniques. Il fait notamment des embuscades sur la banquise, il poursuit également en pleine mer, ou alors il chasse à l'affût semblable à celle des crocodiles. Ce sont des animaux qui sont extrêmement intelligents et c'est peut-être ça qui fait le plus peur. Ils sont capables comme ça d'attendre derrière un iceberg et puis de sauter au moment où vous regardez pas. Voilà, ça donne pas envie de se baigner avec. Faut savoir que le régime alimentaire du léopard des mers, il illustre parfaitement sa nature opportuniste. Bien que le krill, donc ces petits crustacés qui ressemblent à des crevettes, constitue une part importante de son alimentation, il va pas hésiter à s'attaquer aux jeunes petits animaux et mammifères avec une férocité particulière envers les manchots. Vous avez des observations qui ont documenté des comportements de prédation, voire de psychopathes qui sont absolument impressionnants. On a suivi comme ça un groupe de léopards des mers, notamment 4, qui ont mangé 15 000 manchots en 15 semaines. Ça fait à peu près 35 manchots par jour et par léopard des mers. Autant vous dire qu'ils ont la dalle, quoi. Contrairement à ses cousins, le léopard de mer, il possède un cou allongé et flexible qui lui permet des mouvements rapides et précis. C'est-à-dire que vraiment, il peut faire comme ça, quoi, pour vous arracher, quoi. Sa nageoire antérieure, elle est particulièrement développée et c'est un nageur absolument redoutable et exceptionnel. Il est capable d'accélération fulgurante. Jamais vous gagnerez à la course contre lui, c'est pas possible. Il peut aller à 40 km/h sous l'eau. C'est une torpille. Avec des dents, hein. Alors son attaque la plus courante, c'est d'arriver du fond vers le haut, c'est-à-dire il vous attrape par surprise par en bas. Et donc ce 22 juillet 2003, vers 16h50, Kirsty Brown, elle va effectuer une plongée en apnée dans la baie adjacente de la station de Rotterdam. Elle n'est pas toute seule, elle a un collègue avec elle. Eux, ils vont plonger en respectant tous les protocoles de sécurité de la BAS, notamment ceux qui interdisent la plongée en solitaire. Vous avez une équipe de surveillance côtière qui est positionnée à terre, qui maintient un contact visuel permanent avec les plongeurs. Ils le savent que c'est dangereux, ils le savent qu'il y a des prédateurs qui peuvent vous attraper et vous tirer vers le fond. Et à ce moment-là, il y a une attaque qui va survenir sans le moindre avertissement. Vous avez un énorme léopard des mers qui va émerger soudainement des profondeurs obscures. Il saisit Kirsty Brown par la jambe. Elle se met à hurler durant une fraction de seconde avant d'être entraînée immédiatement à 60 mètres de profondeur. Son coéquipier, témoin impuissant de la scène, perd instantanément le contact avec elle. L'équipe de surveillance côtière qui a assisté à toute la séquence, elle déclenche immédiatement la procédure d'urgence. Mais comment voulez-vous récupérer quelqu'un qui vient de se faire tracter à 60 mètres de profondeur dans une eau glacée, je vous le rappelle, on est en Antarctique. Les sauvetages sont lancés quelques minutes après, et quelques minutes plus tard, ils vont finir par retrouver le corps de la dame. Ils vont commencer des manœuvres de réanimation directement à bord du bateau, le tout en se dirigeant vers la station pour essayer de la sauver. Et durant 1 heure entière, ils vont continuer ce geste pour tenter de la réanimer, mais malgré l'application de toutes les techniques de réanimation cardio-pulmonaire disponibles, malheureusement, leurs efforts ne vont pas fonctionner et la dame ne va pas survivre. La violence de l'attaque et le temps passé sous l'eau et la profondeur ont eu raison de la vie de cette brillante scientifique. On va constater sur elle qu'elle a subi 45 morsures avec une mâchoire grosse comme ça, mais aussi des déchirures, principalement concentrées autour de la tête et du cou, mais elle n'a pas été mangée, juste mordue. Et c'est là qu'on va constater qu'elle a été traînée à plus de 60 mètres de profondeur. Elle va subir évidemment un accident de décompression avec cette profondeur. Alors l'attaque fatale de cette pauvre chercheuse, il constitue le premier décès humain documenté causé par un léopard de mer. Mais l'espèce, elle compte néanmoins quelques précédents d'agression. Vous avez par exemple Thomas Ordley, qui était un membre d'une expédition qui va être attaqué et poursuivi par un léopard de mer alors qu'il skie sur la banquise. Et il doit sa vie sauve à un gars qui s'appelle Frank Wild qui va arriver avec un fusil qui va abattre le léopard de mer. Le mec était en train de skier tranquille et il s'est fait damer la jambe par un léopard de mer. Mais alors plus récemment, en 1985, vous avez un gars qui s'appelle Garrett Wood qui participait à une expédition qui s'appelait Sur les traces de Scott, qui s'est fait violemment saisir la jambe encore une fois par un léopard de mer. Ses compagnons sont parvenus à le libérer en frappant l'animal, tout ça à coups de crampon, voilà. C'est... Bon, je sais pas si on a la scène comme ça en tête, mais bon, c'est le risque du métier, on dirait. Hein. Quand tu vas dans des expéditions comme ça, tu te dis pas que tu vas te fighter avec un léopard des mers à coups de crampon, quoi, c'est improbable.
Février 2014, à l'est de Bali, sur une petite île qui s'appelle Nusa Lembongan, il y a un groupe de 7 femmes japonaises venues célébrer leur passion commune pour la plongée. Bon, on sait tous que là-bas, la plongée, c'est quelque chose d'absolument incroyable, avec une eau transparente, des récifs coralliens incroyables, plein de poissons, voilà. La plongée là-bas, c'est vraiment le turfu. Et encore une fois, c'est pas dénué de danger, comme vous allez le voir. Parce que ce groupe, il est encore une fois constitué de plongeuses expérimentées et passionnées par l'exploration sous-marine. Ils vont embarquer pour une sortie en mer avec la société Yellow Scuba. Deux d'entre elles, Saori Furukawa, qui a 37 ans, et Soko Takahashi, qui est la cofondatrice de Yellow Scuba, elle a 35 ans, sont elles-mêmes des instructrices certifiées qui dirigent l'expédition. Furukawa, qui est installée à Bali depuis plusieurs années, elle connaît parfaitement la région et ses particularités. Takahashi, elle est originaire de Morioka, dans la préfecture d'Iwate. Elle a épousé un Indonésien et vit également sur l'île. Les 5 autres participantes, Ritsuko Miyata, 59 ans, Emi Yamamoto, 33 ans, Naomi Tomita, 28 ans, Aya Morizono, 27 ans, et Hatsuni Yoshinobe, 29 ans, sont venus des différentes régions du Japon pour participer à cette expédition exceptionnelle. On est donc le vendredi 14 février 2014. Saori, elle va décrire des conditions météorologiques sereines au moment du départ depuis Nusa Lembongan. L'une des chefs de l'expédition va dire même que les conditions, elles sont parfaites. La mer, elle présente une surface presque lisse avec des vagues quasi inexistantes. Et cette tranquillité apparente, elle va rassurer le groupe qui va prévoir plusieurs plongées dans la même journée. Le capitaine du bateau Ocean Express, Agustinus Brata Kusuma, alors il y a des noms, je pense que je vais écourter parce que c'est compliqué, il va être embauché pour l'occasion par l'entreprise de plongée de Yellow Scuba. Et lui aussi va confirmer que les conditions étaient parfaites pour la plongée. C'est toujours pareil, tout va bien, et puis à un moment donné, ça tourne au vinaigre. Cette situation météorologique favorable, elle encourage le groupe à s'aventurer encore plus loin des côtes, à une distance non prévue initialement. C'est souvent quand on digresse un peu dans le plan que ça tourne mal aussi. Toujours suivre le plan, hein. Vers 17h, alors que les plongeuses effectuent leur 3e plongée de la journée, eh bien la situation va se dégrader brutalement. Sans le moindre avertissement, de fortes pluies vont commencer à tomber, accompagnées de vents très violents, qui va réduire la visibilité à quasi zéro. Elle dira même que la surface de l'eau va se mettre à tourner comme une machine à laver, hein, c'est son expression. Donc, face à cette dégradation rapide des conditions, les plongeuses tentent de maintenir leur cohésion en se tenant par la main. Ça évite qu'il y en ait un qui se barre à 200 km. Sauf que la violence des éléments, elle va dépasser rapidement leur capacité de résistance. Lorsque les plongeuses remontent à la surface après environ 30 minutes de plongée, l'Ocean Express, donc le bateau qui les a emmenés, il a tout simplement disparu. Le capitaine qui était engagé pour l'occasion, il va déclarer qu'il a essayé de les chercher, essayé de les trouver, mais il les trouvait plus. Donc là, faut imaginer qu'elles sont en pleine tempête, au milieu de l'eau, perdues, sans personne, très loin. À ce moment-là, elles vont commencer à être emportées par des courants très puissants et de vents violents, et les plongeuses dérivent pendant des heures dans des eaux de plus en plus agitées. Leur système de flottabilité, il n'est pas conçu pour des dérives de plusieurs heures, c'est justement pour une pauvre plongée. Donc elles doivent fournir un certain effort pour garder la tête hors de l'eau, mais garder un certain effort durant plusieurs heures dans une eau agitée, c'est très compliqué. Elles vont passer toute une première nuit en mer. La chef de groupe et ses compagnes vont lutter contre l'épuisement, s'efforçant de rester éveillées pour maintenir leur sécurité collective. Alors dans cette épreuve, elles vont développer des stratégies de survie improvisées, notamment en tentant de récupérer des noix de coco qui dérivent à proximité, tout ça pour s'hydrater. Vous avez 4 membres du groupe qui parviennent à atteindre des rochers dans une région éloignée, tout ça au large de l'île de Nusa Penida. Cet échouage le samedi représente un tournant crucial dans leur lutte pour la survie. Ça va leur permettre déjà de potentiellement pas couler. Alors le problème, c'est aussi le soleil qui les brûle littéralement. C'est un soleil tropical très très fort. Ça menace aussi de les déshydrater très rapidement. Alors, le deuxième jour, vous avez une pluie qui va leur permettre de boire pas mal d'eau. Elles vont même collecter précieusement de l'eau de pluie dans leurs palmes de plongée, mais aussi dans les bouteilles en plastique récupérées parmi les détritus échoués sur les rochers. Parfois, la pollution peut vous sauver, hein. Durant la nuit, les survivantes, elles grimpent au point le plus élevé du rocher pour faire clignoter des lumières de détresse. Évidemment, dans l'espoir d'attirer l'attention des équipes de recherche qu'elles imaginent déployer pour les retrouver. À un moment donné, la chef de groupe Furukawa, elle va voir au loin un remorqueur, un gros bateau. Elle va aller à sa rencontre à la nage. Sauf que les courants contraires vont l'entraîner dans la direction opposée, creusant encore plus la distance avec ses compagnes. Du coup, elle va se retrouver complètement séparée de son groupe, perdue dans l'eau.
En attendant, au Japon, l'absence de nouvelles va inquiéter rapidement les familles. Le fils de l'une des plongeuses ne parvient pas à joindre sa mère, donc il est très inquiet. Il va donc contacter les autorités japonaises qui vont alerter immédiatement leur homologue indonésien. Donc cette réaction rapide, elle va permettre de déclencher les opérations de recherche et de sauvetage dans des délais qui sont relativement courts parce que c'est le lendemain, donc 24-48 heures plus tard. Ça reste quand même assez long, on va pas se mytho. Les équipes de recherche indonésiennes qui vont être rejointes par les volontaires de la communauté japonaise de Bali vont ratisser méthodiquement la zone où les plongeuses ont été vues pour la dernière fois. Sauf que là, la zone de recherche, elle est tellement grande qu'ils galèrent vraiment à les trouver. Et ce n'est que le lundi 17 février, donc 3 jours après la disparition, que les recherches, elles vont finir par aboutir. Vous avez des pêcheurs locaux qui repèrent 4 des femmes sur leur refuge, sur leur rocher, perchés. Elles sont situées à 20 km de leur point de départ. Elles ont dérivé durant 20 km. C'est énorme dans l'eau, 20 km. Donc là, évidemment, vous avez un bateau de sauvetage qui vient les récupérer immédiatement. Vous vous souvenez, vous avez la chef de groupe qui avait dérivé toute seule dans l'eau. Eh bien, on va aussi la retrouver. Et c'est un membre de la communauté japonaise de Bali qui va la repérer. Alors, il va la retrouver dans un état de faiblesse extrême et on va devoir l'évacuer par hélicoptère. Le lendemain, donc le mardi 18 février, la joie des sauvetages va laisser place au deuil, notamment avec la découverte d'une des femmes qui flotte au large de la plage de Serangan. Tout ça à environ 33 km de l'endroit où les survivants ont été secourus. 2 jours après, donc le jeudi, le responsable des recherches, il va annoncer officiellement l'abandon des recherches de Soko Takahashi. Les dames qui ont été secourues vont s'incliner devant les journalistes et vont dire texto « Nous nous excusons d'avoir causé d'énormes inquiétudes et problèmes. Nous prions pour que la dernière personne disparue soit retrouvée dès que possible. » Et c'est le 15 mars 2014, soit environ 1 mois après l'incident, vous avez un corps qui va être retrouvé échoué sur une des plages de Bali. Bien que le corps soit méconnaissable, il n'y a plus la tête ni certains membres, eh bien il portait une combinaison de plongée avec un porte-bouteille d'oxygène. Et vous avez l'un des maris des japonaises qui va identifier le restant de corps et voir que c'est sa femme. Les Indonésiens, ils vont pas s'arrêter là parce que le pilote du bateau, il va être arrêté. Vous savez, celui qui a dit « Bah, je les ai cherchés, je les ai pas trouvés, je suis parti ». Il va être accusé de négligence ayant causé la perte de vie. Et apparemment, le pilote du bateau, il s'est vraiment juste barré au bout de 30 minutes. C'est-à-dire qu'elles ont plongé, il a attendu 30 minutes et il est parti. Fais pas ça quand t'as un groupe de personnes que t'emmènes en plongée. Et pour ça, il va écoper de 3 ans de prison. Bon, tout ça pour dire encore une fois, faites très attention si vous faites de la plongée. Merci à tous en tout cas. Je vous embrasse très fort, je vous aime. Au revoir.